Donc là, je vais vous parler maintenant, on va redézoomer, regarder de nouveau l'animal entier. Je ne vais pas m'intéresser aux symptômes moteurs de la maladie de Parkinson, mais nous, au laboratoire, on s'intéresse aux symptômes non moteurs et plus particulièrement aux syndromes douloureux qui peuvent apparaître chez les patients parkinsoniens et on essaie de le modéliser chez l'animal. Et là, aujourd'hui, je vais vous présenter les travaux qui ont été financés notamment par France Parkinson et la FRC, du coup, sur le rôle d'une autre monoamine. On a parlé pas mal de dopamine et je vais parler de sérotonine. Donc, alors ça c'est un schéma assez global qu'on utilise souvent dans nos introductions sur l'évolution de la maladie de Parkinson. Donc, vous avez en haut tous les symptômes moteurs de la maladie que certains parmi vous certainement connaissent bien, et également en dessous en vert plus clair tous les symptômes non moteurs qui peuvent être également très handicapants, qui peuvent apparaître très tôt, comme on a parlé Christelle Bones précédemment, ou avant même qu'on diagnostique la maladie de Parkinson. Et la douleur fait partie de ces symptômes non moteurs très handicapants qui apparaissent dans les stages précoces, les étapes précoces de la maladie. Alors la douleur dans la maladie de Parkinson, comme toute autre douleur subie par des patients, quels qu'ils soient, a plusieurs dimensions. Dans la maladie de Parkinson, il y a un certain nombre de syndromes qui sont associés aux défauts posturaux ou musculo-squelettiques en général. Et on a également des douleurs dites centrales qu'on n'explique pas forcément par la pathologie motrice et qui sont très difficilement traitables. J'ai oublié de vous préciser, mais c'est écrit en gros que, en fonction des études, on peut avoir jusqu'à 85% des patients qui souffrent de douleur. Alors, si on fait un tableau avec un certain nombre de pourcentages des différents symptômes douloureux, évidemment, la majorité des symptômes douloureux sont associés aux troubles moteurs, associés à la posture, aux problèmes articulaires, musculaires, etc. Mais on a une partie des symptômes qui sont plutôt associés soit à des lésions de nerfs, qui se rapprochent de lésions de nerfs, radiculaires, neuropathiques, voire même, et en fonction des études, ça peut monter jusqu'à 30%, des douleurs centrales qui ne sont pas du tout associées aux symptômes moteurs. Et ces douleurs-là, ce sont celles qui sont très compliquées à traiter. Pour le moment, en termes de traitement de la douleur dans la maladie de Parkinson, on a, pour tout ce qui est symptômes moteurs, douleurs associées aux symptômes moteurs, on a les médicaments utilisés pour traiter les symptômes moteurs. On a également des thérapies interventionnelles. On a parlé des stimulations cérébrales profondes qui peuvent améliorer les douleurs, notamment musculo-squelettiques. Puis on a des thérapies non médicamenteuses, massage, acupuncture, yoga, etc. Et malgré tout ça, il y a un certain nombre de patients qui souffrent toujours et aucun traitement n'est efficace. Donc, on essaye au laboratoire de modéliser ça, d'essayer de comprendre ce qui se passe pour qu'il y ait des douleurs qu'on ne puisse pas traiter, même si les patients ont une amélioration des symptômes moteurs. Alors, ce petit schéma, c'est pour vous dire que quand on parle de douleurs chroniques, on parle de douleurs qui sont quotidiennes et qui durent pendant plus de 3 mois consécutifs. Ça, c'est valable pour toute pathologie douloureuse. En règle générale, la douleur, elle apparaît à partir de certaines stimulations. On a pas mal pour une petite stimulation mécanique, par exemple. Puis quand on stimule beaucoup plus fort, au bout d'un moment, on va activer nos fibres douloureuses. J'y reviendrai juste après. Et puis ensuite, plus on active, plus on a mal. Dans le cas des douleurs chroniques, ce qui se passe, c'est qu'on décale complètement la courbe et on commence à avoir des douleurs pour des stimulations qui normalement ne le sont pas. C'est ce qu'on appelle de l'allodynie, ou des réponses douloureuses pour des stimulations qui sont normalement douloureuses, mais la réponse est exagérée, ce qu'on appelle l'hyperalgésie. Alors, juste pour rappeler un petit peu comment la douleur arrive jusqu'au cerveau où elle est perçue, il y a d'abord des voies nociceptives, c'est-à-dire des voies qui véhiculent des informations potentiellement dangereuses pour l'organisme, qui vont ensuite être perçues comme une douleur. Donc en général, on a des récepteurs à la douleur. Alors là, vous les avez en anglais, mais ça peut être l'acidité, la chaleur, le froid, la pression, etc. Les informations vont arriver jusqu'au niveau de la corne dorsale de la moelle épinière. Là, il y a un premier relais très important. C'est ce qui m'intéresse en recherche. Donc pour moi, je le trouve fondamental. Et puis ensuite, l'information est envoyée au cerveau où la douleur va être perçue dans toutes ses dimensions. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne s'arrête pas là.
vous avez le cerveau qui est capable d'envoyer des informations en retour vers la moelle épinière pour contrôler la douleur. C'est ce qu'on appelle des contrôles endogènes, c'est-à-dire que toutes les courbes que je vous ai montrées précédemment, pour chaque individu, vous pouvez avoir une variation du seuil de déclenchement de la douleur, une variation de l'intensité maximum de la douleur, et ça, vous l'avez peut-être expérimenté un jour dans votre vie, c'est ce qu'on appelle les contrôles endogènes. Ces contrôles endogènes, ils peuvent être manipulés, par exemple ici dans la citation, c'est sur des zones de combat où vous n'avez pas du tout de corrélation entre l'amplitude de la blessure et la douleur ressentie. Mais c'est également l'analgésie qui est induite par le stress. Ici, ces boxeurs, pendant le combat, ils ne ressentent pas la douleur. Après le combat, peut-être un petit peu plus. Vous avez également la théorie du portillon, c'est-à-dire que quand vous cognez, vous vous blessez, vous avez tendance à aller frotter la zone. Vous êtes capable d'activer vos contrôles endogènes. Ou les contrôles inhibiteurs diffus nociceptifs, c'est cette scène des bonzés font du ski où Josiane Balasco s'est déboîté l'épaule et on essaye de la lui remettre en place en stimulant la douleur de notre côté. Bon, ça ne marche pas dans la scénette, je ne sais pas si certains ont vu le film. Donc voilà, il y a des contrôles descendants. Ces contrôles descendants, ils viennent de tout un tas de structures cérébrales et ils vont arriver là dans une zone où il y a du jaune, du vert et du rouge. Dans le tronc cérébral, vous avez des neurones monoaminergiques, comme la dopamine, qui contrôlent la douleur. Et moi, je m'intéresse particulièrement aux neurones à sérotonine du tronc cérébral. Pour travailler sur la douleur dans la maladie de Parkinson, il faut un modèle animal de la maladie. Donc on utilise des lésions dopaminergiques qui sont brutales. Ça reproduit des stades très avancés de la maladie. Donc ici, sur ces images, en vert fluo bien brillant, c'est toutes les fibres dopaminergiques et les neurones dopaminergiques. Quand on lèse, vous voyez ici, on le fait en unilatéral. Je pourrais répondre aux questions plus tard pourquoi. Vous voyez qu'à un côté, il n'y a plus du tout de dopamine. Quand on fait ça, on reproduit des altérations motrices. Je ne les décris pas particulièrement, mais l'animal, il se balade un petit peu moins dans des labyrinthes. Il va se mettre à tourner, comme c'est unilatéral, il va se mettre à tourner d'un côté, puisqu'il a des altérations motrices de l'autre côté. Et cet animal, quand on regarde, on teste sa sensibilité à la douleur, on voit, par exemple, ici, ce sont des filaments de force donnés. On applique sur la patte de l'animal et on regarde la force qui est nécessaire pour entraîner un retrait de la patte. Vous voyez que sur un animal contrôle, dit Cham ici, il faut 1 gramme pour entraîner un retrait de la patte. Chez les animaux parkinsoniens, on est à 0,3, 0,4 grammes. Donc une toute petite simulation entraîne une réponse. Et on a regardé ce qui se passait sur nos neurones à sérotonine du tronc cérébral qui contrôlent la douleur. Alors d'abord, première chose, on a des neurones, des fibres dopaminergiques qui proviennent du mésencéphale, qui contactent nos neurones à sérotonine ici, qui sont en jaune. On a de jolis contacts, de belles synapses. Il y a une connexion entre ces zones. Et dans notre modèle parkinsonien, on a une baisse des fibres dopaminergiques dans cette zone. On est allé voir si, associé à cette baisse, on avait une perturbation des neurones à sérotonine. Donc on a utilisé des souris transgéniques un peu particulières, je pourrais en parler plus tard, qui nous permettent de repérer nos neurones à sérotonine. Et on a utilisé PR, qui est un marqueur d'activité cellulaire. Donc plus il y a de PR, plus les cellules sont actives. Et on s'est rendu compte que sur nos neurones à sérotonine, dans notre modèle de maladie de Parkinson, on avait une augmentation de l'activité des neurones à sérotonine. Puis quand on regarde dans la moelle épinière, on a une augmentation des niveaux de sérotonine dans la moelle épinière. Donc il semblerait que dans notre modèle, la sérotonine ou ces neurones à sérotonine soient hyperactifs. Donc ce qu'on est allé faire, c'est on est allé essayer de les inhiber pour voir si on pouvait améliorer les symptômes douloureux. Donc on a utilisé des souris transgéniques un peu particulières, on a mis des opsines, on en reparlera si vous voulez, qui permettent de spécifiquement inhiber que ces neurones et pas d'autres. Quand on fait ça, vous voyez que le seuil pour entraîner une réponse de la patte réaugmente chez les animaux parkinsoniens. Je vous ai remis ici en Cham le seuil normal. Donc en inhibant les neurones à sérotonine, on est capable d'améliorer les réponses douloureuses dans notre modèle de maladie de Parkinson. Donc on a essayé de voir un petit peu, puisque l'objectif c'est quand même d'essayer d'avoir des pistes thérapeutiques futures, on a essayé de faire un petit peu de pharmacologie pour regarder ce qui pouvait être impliqué dans cette hypersensibilité, notamment les récepteurs à la sérotonine dans la moelle épinière. Parce qu'évidemment, je reviens un petit peu en arrière, mais il va être compliqué quand même chez l'être humain d'aller injecter des opsines, de mettre des fibres optiques, d'allumer la lumière et de regarder ce qui se passe.
Peut-être que ça viendra un jour, on en est quand même assez loin. Alors la pharmacologie est quand même quelque chose d'assez important dans ce contexte. Donc on est allé regarder un certain nombre de récepteurs, d'antagonistes de récepteurs à la sérotonine pour voir si on pouvait mimer les effets obtenus en inhibant nos neurones à sérotonine. Donc un antagoniste va bloquer l'effet de la sérotonine sur le récepteur cité. Et donc quand on utilise un antagoniste avec un nom très compliqué qui bloque les récepteurs 5-HT2A, on a une petite amélioration, mais vous voyez qu'on reste quand même très très loin de ce qui se passe chez les souris non douloureuse. Quand on met l'antagoniste 5-HT3, on a une amélioration, mais on reste encore très loin. Puis quand on met les deux en même temps, eh bien on retrouve un seuil qui correspond à celui qu'on avait chez les animaux contrôle. Donc il semblerait que ces deux récepteurs, si on les bloque ensemble, on est capable d'améliorer les symptômes douloureux, en tout cas celui-là, dans la maladie de Parkinson. Donc, si je résume un petit peu ce travail, on a un modèle préclinique de maladie de Parkinson par lésion des neurones à dopamine. Ce modèle entraîne une augmentation, une perte de fibres dopaminergiques dans le tronc cérébral et une augmentation de l'activité des neurones à sérotonine dans cette zone-là, neurones qui contrôlent la transmission nociceptive, et que cette augmentation d'activité va entraîner une augmentation des niveaux de sérotonine dans la moelle épinière, qui va être responsable d'une hyperactivité du système nociceptif, générer l'hypersensibilité, qu'on est capable de contrôler avec des antagonistes des 5-HT, des récepteurs 5-HT, sérotonine 5-HT, 2A et sérotonine 5-HT3. Ce travail a été le travail de mon ancienne étudiante en thèse qui a été publié cette année, donc c'est assez récent. Voilà, ça c'était pour parler de cette petite histoire, et puis je vais remercier tous les gens qui travaillent avec moi dans l'équipe monoamine Parkinson et douleur à Bordeaux, et notamment Zoé Grivet, qui est l'étudiante en thèse qui a soutenu en 2023 maintenant. Alors vous voyez, elle a soutenu sa thèse en 2023, l'article n'a été publié qu'en 2025, c'est le temps long, la recherche, et puis je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Je pense que voilà, c'est important de montrer aussi qu'on n'étudie pas seulement les symptômes moteurs dans la maladie, mais aussi tous ces symptômes non moteurs qui sont si importants. Et de nouveau, de comprendre l'importance de cette recherche fondamentale préclinique pour essayer de comprendre des mécanismes, parce qu'il y a des choses qu'on ne pourrait juste pas faire chez l'homme, qu'il faut trouver beaucoup de mécanismes en utilisant des modèles expérimentaux. Qui sait si dans quelques années on aura un double antagoniste qui permettra d'améliorer la douleur. Donc c'est vraiment la base, hein, c'est de bien comprendre les mécanismes pour au fur et à mesure pouvoir arriver en clinique. Et quand on voit ça, là c'est présenté en 15 minutes, mais c'est des années de recherche. Donc ça explique, c'est comme les organoïdes. Hein, avant on a l'impression qu'un organoïde c'est là, c'est gentil, mais il faut, on en pourra en parler après, des mois pour obtenir un organoïde qui soit bien. Donc voilà, de nouveau des recherches très importantes qui indiquent aussi le temps de la recherche, pourquoi ça prend aussi longtemps d'avancer. Merci donc pour cette présentation. On va passer aux questions. Les chercheurs ne sont pas au courant des questions qu'on a préparées, donc ils les découvrent en même temps que vous. Alors ça, si vous avez bien écouté, ça devrait être assez facile. Quel pourcentage de personnes atteintes de Parkinson se plaignant. Quel est le pourcentage, je vais y arriver, quel est le pourcentage de personnes atteintes de Parkinson se plaignant de douleur? 85%. Donc c'est bien 85% le pourcentage qui était indiqué dans une des diapositives. Et après, je pense qu'on a... Le deuxième point, c'est un nuage de mots. On peut laisser peut-être... En un mot, où ressentez-vous des douleurs? Donc, si vous êtes malade de Parkinson, ça nous intrigue de savoir où vous ressentez des douleurs, parce que comme là, on sait que la maladie de Parkinson est très différente d'une personne à l'autre, c'est aussi les douleurs peuvent être ressenties à des endroits très différents d'une personne à l'autre. Je vais prendre ça en photo pour le centre Parkinson de Bordeaux, puisque les Parkinsoniens ont pas mal à Bordeaux. C'est le seul centre en France. Hein. À Toulouse, ils ont très très mal, mais à Bordeaux, ils ont pas mal. À Toulouse, ils ont... Ouais.
Donc voilà, ne pas hésiter aussi. Alors là, on parle de recherche préclinique, mais je pense que c'est important, quand on a des douleurs, d'en parler à son médecin, son neurologue. Ce n'est pas forcément une fatalité. Il y a quand même des choses à faire contre la douleur. Donc de ne pas penser que c'est quelque chose à part et que voilà, il ne faut pas en parler. Je pense que c'est aussi très important d'en parler avec son médecin parce qu'il y a des choses à faire. On va laisser encore quelques secondes. Je vois qu'il y a des gens qui sont toujours en train d'écrire. Je pense qu'on voit aussi ces nuages de mots sur les replays. Donc tout ce qu'on filme aujourd'hui est disponible en replay aussi après sur notre chaîne YouTube. Donc je vois que les chercheurs sont très intéressés aux nuages de mots. Voilà, ça arrive. Je précise quand même que c'est juste que souvent on ne cherche pas à évaluer la douleur dans les centres experts Parkinson. C'est juste ça. Ça ne veut pas dire que les patients n'ont pas mal à Bordeaux, hein, même si le climat est très agréable, hein, c'est pas le problème. Non, c'est juste que c'est pas détecté, c'est pas testé. On s'intéresse au moteur, mais voilà. Donc c'est voilà. Alors, un des soutiens de France Parkinson est le développement d'une nouvelle échelle pour détecter la douleur qui est au centre de Toulouse avec le docteur Breffel-Courbon. Parce que voilà, on se rend compte que les échelles actuellement pour évaluer et tester la douleur sont des fois très contradictoires, pas toujours bien. Donc je sais qu'il y a aussi, et ça devrait être publié très prochainement. On aura probablement un questionnaire aussi qui va partir sur ça, pour vraiment essayer de mieux détecter la douleur chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Elle est en cours de validation, pas que sur Toulouse d'ailleurs, sur tous les centres NSPARC de France, ils participent tous. Oui, bien sûr, c'est ça.